La Turquie n'a pas comme voisin, monsieur Semo, la Suisse ou le Luxembourg. Oui, c'est ça, c'est vrai. On a la Syrie avec 900 km de frontières. Ça, c'est vrai. Quand on a une guerre civile qui fait 500 000 morts et 4 millions de réfugiés, et le PKK qui prolifère, on tient compte de cette situation internationale. Vous ne pouvez pas analyser les choses sans tenir compte de ces événements internationaux. Chacun sur ce plateau, concernant la responsabilité d'Assad, Assad qui d'ailleurs dès le départ a été dénoncé par le régime d'Erdogan. Et concernant les responsabilités partagées, côté turc et côté turc. En tout cas, Erdogan a été un des premiers à s'offusquer dès le départ des exactions d'Assad contre son peuple. Et là-dessus, si on l'avait un peu plus écouté, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce que je veux dire également, c'est que quand les Américains sont intervenus en Afghanistan après le 11 septembre, on a trouvé l'intervention légitime. Quand les Français interviennent au Mali pour lutter contre le terrorisme islamiste, on trouve également ça très légitime. Mais quand il s'agit de la Turquie qui lutte contre les groupes terroristes qui menacent sa frontière, là par contre on trouve ça moins légitime. Je trouve qu'il y a un double discours là-dessus qui est assez insupportable. De ce qui explique la méfiance aujourd'hui envers ce président et ce pouvoir. Mais le problème, c'est que le traitement de l'information en France concernant la Turquie est complètement scandaleux. Mais là, il n'y a pas de filtre. Et complètement on voit le président unilatéral. On a notamment toute une série d'hebdomadaires ces derniers temps qui passent leur temps à fustiger le président Erdogan, à raconter toute une série, à rapporter toute une série d'accusations contre notamment les sympathisants du président Erdogan en France, sans donner la possibilité à ces gens-là de s'exprimer. Oui, mais lorsqu'ils s'expriment, on demande à ce que la Turquie respecte la démocratie, et dans le traitement de l'information en France concernant la Turquie, par contre, c'est unilatéral, on ne donne pas la parole au principal intéressé ainsi qu'à ses soutiens. Il faut à un moment donné aussi comprendre que les franco-turcs en ont assez qu'on tape à longueur de journée sur le président Erdogan, sans donner la possibilité à ses partisans de pouvoir s'exprimer. C'est la moindre des choses dans une société démocratique. Avec des amis comme ça, ni Israël ni la Turquie n'ont plus besoin d'ennemis. Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que le ton particulièrement hostile du président Erdogan envers Israël s'explique principalement par deux facteurs. Et il faut les expliquer pour que les téléspectateurs puissent, semble-t-il, le comprendre. Le premier facteur, c'est d'abord le caractère absolument insupportable de ce qui s'est passé le 14 mai dernier à la frontière de Gaza. Je veux dire, il faut appeler un chat un chat. Ce ne sont pas des affrontements qui ont eu lieu. C'est tout simplement des massacres, un carnage envers des civils qui ont été perpétués par l'armée israélienne. Et face à ça, le président Erdogan, qui se veut être le porte-parole des mécontents qui sont majoritaires dans le monde musulman contre ces faits-là, et bien tout simplement se fait le porte-voix. Est-ce que ça justifie, c'est le chouk d'émir, qu'on puisse traiter un État ami, censé être ami, d'État nazi? Parce que des morts, il y en a eu à Afrin aussi, on s'en souvient. Mais de là à qualifier l'État d'Israël d'État nazi, c'est quand même aller un peu loin. En tout cas, ça justifie une réaction extrêmement forte, et c'est la volonté du président Erdogan, parce que, et c'est mon deuxième point, le problème c'est que Israël, pour faire réagir ce pays, le langage diplomatique classique ne marche plus. Il faut forcément aller au-delà du langage diplomatique classique. On l'a vu notamment, vous l'avez rappelé, dans la suite des événements du Mavi Marmara de 2010. Je veux dire, la réconciliation israélo-turque fin 2015 et début 2016, notamment qui a donné lieu aux excuses publiques du président Netanyahou, à l'indemnisation des victimes, mais surtout, parce que c'est la préoccupation principale de la Turquie, à la levée partielle du blocus de Gaza. Oui, levée partielle, parce que c'était un préalable. C'était un préalable auquel n'a pas accédé Elle a été possible seulement parce que la Turquie a usé de mots durs. Je veux dire, la diplomatie israélienne, malheureusement, elle ne comprend plus le langage diplomatique classique, et cette stratégie d'affrontement du président Erdogan, justement, elle est là pour faire réagir Israël et pour montrer à Israël que la voie qui est empruntée actuellement n'est pas la bonne. Démocratie. Alors, moi d'abord, concernant le résultat des votes, j'ai quand même une pensée émue pour tous ces observateurs internationaux, ces spécialistes de la Turquie qui, depuis des semaines, nous annonçaient la chute d'Erdogan. Tantôt, nous ont présenté Meral Akşener comme la nouvelle dame de fer qui allait ébranler le système Erdogan. Ça a fait pchit à 10%. Tantôt, faisait des pages de propagande politique. Je pense à l'Union européenne concernant Muharrem İnce, il y a quelques heures, pour nous dire que c'était le la nouveau campagne n'était pas équitable aussi. Pour nous dire que c'était le nouveau Macron turc, alors qu'il y a 11 millions de voix de différence entre İnce, le principal opposant, et Erdogan. Très bien. Mais est-ce qu'on est dans une démocratie ou dans un régime plébiscitaire? Qu'il y a eu un plébiscite complet de la part du peuple turc
dans le cadre de ces élections-là. C'est la 13e ou 14e élection de suite. 53%. Alors, il y a quand même 52,5% du peuple turc qui a voté, alors qu'on prédisait partout, notamment dans les médias occidentaux, qu'il y aurait un second tour. Moi, j'ai rencontré nombre de spécialistes qui m'assuraient qu'il y aurait un second tour. Ce qui montre bien d'ailleurs le déficit de lecture et de compréhension générale dans les médias. Et là, notamment les médias français. Vous n'avez pas répondu à ma question, on y reviendra peut-être. Je ne vous parle pas du vote, je vous parle des libertés publiques. C'est important. C'est pas la même chose. Concernant notamment les dynamiques sociales et politiques de la Turquie, il faudrait que les observateurs internationaux et les spécialistes de la Turquie se remettent un peu en question et comprennent un peu mieux les aspirations du peuple turc. Bon, alors, Ariane